Binta Diallo. 2 nouveaux décès, ce qui porte le bilan du jour à 289 morts. Côté infection au Covid-19, l'on note une baisse par rapport à hier. 55 nouvelles contaminations, dont 31 cas contacts et 24 cas communautaires. Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, lors du bilan du jour. Sur 1346 tests réalisés, 55 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 31 cas contacts suivis par nos services et 24 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants. La commune de Guédiawaye, 3, Kaolack, 3, les Parcelles Assainies, 2, Bignona, 1, Castor, 1, Dakar Plateau, 1, Louga, 1, Les Maristes, 1, Mbao, 1, Ndofane 1, Nord Foire 1, Pikine 1, Popenguine 1, Rufisque 1, Sangalkam 1, Sicap Foire 1, Thiès 1, Vélingara 1 et Ziguinchor 1. 170 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 31 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce jeudi 3 septembre 2020. L'état de santé des autres patients est jugé stable. À ce jour, 13 881 cas ont été déclarés positifs, dont 9 723 guéris, 289 décédés et donc 3 868 patients sous traitement. La ville de Touba aurait-elle acquis l'immunité collective? Dr Alioune Mbacké, qui a fait cette observation, estime que c'est juste une hypothèse et non le résultat d'une étude. Le spécialiste constate tout de même que dans la ville, le taux de létalité est faible comparé au nombre de contaminations rapportées. Dr Alioune Mbacké, médecin de santé publique spécialiste en renforcement des systèmes de santé et politique de lutte contre les maladies infectieuses, est joint par Oambey. J'ai évoqué l'immunité collective récemment, donc qui a été quand même relayée par beaucoup de sites. Je voudrais juste préciser qu'en réalité que c'était une hypothèse, vu donc la situation sanitaire au niveau de la ville de Touba, sachant que récemment on a remarqué quand même que on a très peu de cas qui pourraient peut-être être expliqués par le fait qu'on effectue très peu de tests, ça c'est sûr, mais quand même on a remarqué une grande baisse au niveau des décès. On n'a pas beaucoup de décès liés au Covid actuellement à Touba, en tout cas par rapport à ce qui a été décompté. Devant cette situation-là, on remarque aussi de manière générale dans le monde, on assiste à une deuxième vague un peu partout en Europe, aux États-Unis, même aussi en Chine, mais pas avec la même létalité, le même nombre de décès qu'on avait remarqué lors de la première vague. Le virus est-il en train de perdre sa virulence? C'est une question que l'on se pose, mais aussi on pourrait peut-être émettre l'hypothèse selon laquelle qu'une immunité collective pourrait être en train d'être installée. Mais je précise bien que c'est une hypothèse et une hypothèse scientifique peut être émise suite à des observations, mais elle ne pourra être validée que par des études scientifiques. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Binta Diallo. 12h07, la plainte de Y'en a marre contre la police nationale accusée régulièrement de torture ou de traitement inhumain et dégradant. Nous avons donné la parole à des spécialistes en sécurité qui se prononcent sur ces 2 notions. Voyons tout cela avec Mohamed Ali Mouba. Mohamed Ali Mouba, que nous allons retrouver dans ce journal. En attendant, le maire de Dalifort sur le débat relatif au chef de l'opposition, Idrissa Diallo estime qu'il va contribuer à diviser l'opposition. Pour lui, les priorités sont ailleurs. Idrissa Diallo était l'invité de RFM Matin. Ce débat est plutôt un divertissement pour l'opposition et pour l'opinion nationale. Parce qu'aujourd'hui, la priorité des Sénégalais, c'est de savoir d'abord quel est le calendrier électoral. Est-ce que les Sénégalais disposent de leur carte d'électeur? Est-ce que le processus est respecté? La carte électorale du Sénégal, c'est-à-dire les différents bureaux de vote, c'est où? Avant de parler de statut du chef de l'opposition. Et ce statut-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut régler pour l'opposition ou pour l'opinion nationale ou pour le Sénégal. Parce que le statut de l'opposition, je le vois plus comme un statut diviseur plutôt que rassembleur. Il va diviser davantage l'opposition parce qu'il n'y a pas quelqu'un, parce que les gens sont très d'abord
d'abord opposés dans l'opposition. S'il y a quelqu'un qui est désigné comme chef de l'opposition, il ne peut pas appeler les opposants autour de lui pour pouvoir préparer des choses. Je crois que j'ai peur qu'il y ait d'autres structures qui se créent en dehors de sa personne pour l'écarter davantage. Donc je crois que si l'opposition pouvait m'entendre, c'est de surseoir à ça, de parler plus du statut de l'opposition, pas du chef de l'opposition, de parler du statut de l'opposition et de parler aussi des cartes d'électeurs. Parce que le citoyen sénégalais veut élire, veut décider. Il peut décider qu'à partir de sa carte. Et je crois que ça c'est très important. Pour ou contre un report des locales? Contre le report des locales. Moi, je crois que quand même, quand on est élu pour 5 ans, c'est pour 5 ans. Quand un gouvernement est incompétent au point qu'il ne peut pas organiser, il ne peut pas respecter le calendrier électoral, ça devient très grave. Il y a eu un premier rapport d'abord de juin à décembre 2019. Décembre 2019, on nous dit, ouais, au plus tard, ça sera mars 2021. Bon, c'est vrai, on va dire que la pandémie est arrivée. Mais la pandémie a arrêté les gens pour 2 mois, peut-être pour 1 mois. Ceux qui voulaient travailler. Ils n'ont pas travaillé. Maintenant, ils veulent, parce que ça arrange. En certain moment, il a voulu le pousser vers 2022. Et ça qu'on va dire au président Macky, c'est que pas question que ces élections arrivent à 22. C'est à lui de l'organiser, c'est lui qui a les moyens, c'est à lui qu'on donne l'argent. À Mewan Barandjaï, au banc des accusés, les conseillers de cette commune du département de Tivaouane dénoncent le fait que le maire évolue en solo dans la distribution des denrées alimentaires destinées aux impactés du Covid-19. Vous allez entendre le maire également dans ce reportage signé Cheikh Anta Diop. Le maire de Mewan Barandjaï et des conseillers ont pris la décision pour apporter leur soutien aux populations durement affectées par la pandémie. À travers une autorisation spéciale, nous avons acheté 150 tonnes de riz. C'est un riz qui est destiné à l'ensemble de la population de la commune de Mewan. Cela n'enchante guère certains conseillers. Une partie est montée au créneau pour dénoncer la manière dont cette répartition a été faite. El Hadji Diop, le premier adjoint au maire de Mewan. Après que le comité communal aura réfléchi sur la répartition des quotas en fonction de la taille démographique de chaque village, il appartenait à chaque comité villageois de procéder à la répartition au niveau du village. Voilà ce que nous avions proposé au niveau du comité communal. Il a foulé aux pieds toutes ces recommandations. Et nous avons constaté que cette distribution a été faite sur la base de la carte d'identité politique. Ce qui a été dégagé n'a pas été dépensé. Il reste 24 millions qui n'ont pas faire l'objet de dépenses. Le maire de Mewan Barandjaï demande catégoriquement. Dans la répartition, nous allons utiliser les données du recensement de 2016, établies de manière scientifique, disons le poids démographique de chaque village. Les rapports sera établi, adressé à l'autorité administrative. Sur les 56 conseillers que compte la commune de Mewan, 27 conseillers se démarquent. Selon El Hadji Diop, le premier adjoint au maire de Mewan, il compte saisir l'OFNAC et la Cour des comptes. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et moi, je vous le disais tantôt dans les titres, la plainte de Y'en a marre contre la police nationale accusée régulièrement de torture ou de traitement inhumain et dégradant. Nous avons donné la parole à des spécialistes en sécurité qui se prononcent sur ces deux notions. Mohamed Ali Mouba. La torture et les traitements inhumains et dégradants sont des notions proches, mais différentes, même si elles causent les mêmes dommages sur l'individu qui les subit. Seydi Gassama, le secrétaire général de Amnesty International, section Sénégal. La torture, du point de vue de la Convention, c'est une violence qui peut être physique, qui peut être morale, exercée sur une personne par un officiel de l'État ou à son instigation dans le but de tirer des informations. C'est typiquement ce qui se passe dans une cellule d'interrogatoire où quelqu'un est soumis à des violences sous toutes leurs formes pour lui faire avouer, n'est-ce pas, un délit qu'il aurait commis ou une infraction qu'il aurait commise et par un agent, généralement des enquêteurs. Donc, basiquement, c'est cela la torture. Le reste, ce sont évidemment ce qui est considéré comme des traitements cruels, inhumains et dégradants. Et c'est toutes les formes de violence qui sont généralement exercées par les membres de forces de sécurité, de défense et de sécurité contre les citoyens, comme on en a vu beaucoup cette année lors de l'état d'urgence qui a été proclamé au mois de mars. Une peine au traitement cruel ou dégradant est interdite par l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 3 de la Convention européenne auquel le Sénégal a souscrit. Et selon le commissaire Keïta, l'objectif de ces violences est toujours atteindre physiquement, psychologiquement l'individu. Donc on atteint quelqu'un dans le déroulement de sa vie, en exerçant sur lui des comportements qui le font souffrir dans son esprit et
qui le ridiculise, c'est ça, qui le dégrade donc. Quid des interpellations ou des arrestations? Le comportement du citoyen face à l'agent de police. Seydi Gassama rappelle les principes de part et d'autre. Lorsque les membres des forces de sécurité sont en opération de maintien de l'ordre ou procèdent à des arrestations, bien entendu, ils ont le droit d'utiliser la force, mais cette force doit être nécessaire et doit être strictement, n'est-ce pas, proportionnelle. On ne doit pas utiliser plus de force qu'il en faut pour maîtriser la personne, pour l'arrêter ou pour maintenir l'ordre. Dans le code pénal, torture et traitements inhumains et dégradants sont criminalisés. Mais malgré tout, il y a impunité. Dans le code pénal, la torture et les traitements inhumains sont prohibés, criminalisés même. Cela n'empêche pas qu'il y ait des allégations de torture dans les commissariats de police et de gendarmerie. Le problème, c'est qu'il y a impunité. Les régimes en place ont tendance à protéger les forces de police par les lois qui existent, notamment le code de justice militaire qui pose le principe des ordres de poursuite qui ne sont généralement jamais délivrés. Mohamed Ali Mouba, le mouvement Y en a marre dépose sa plainte contre la police nationale mardi prochain, coïncident avec les Talata d'Orange. Il est 12h14. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les populations de Ndoulo ont soif. En plus d'un forage mal entretenu, les 55 villages de la commune disent souffrir également de factures d'eau hyper chères. Voyons tout cela avec Babacar Diouf. À travers une procession aux alentours du forage, les populations de la commune de Ndoulo ont dit tout le mal qu'elles éprouvent pour disposer d'une eau de qualité en abondance. Et pourtant, elles ont un forage qui n'existe que de nom, du fait d'une mauvaise exploitation. Bassirou Diaw, leur porte-parole. L'eau ne coule plus ici à Ndoulo. On ne boit pas une eau douce. Nous sommes en train de boire une eau salée. Nous sommes soumis à un danger de santé publique. Aujourd'hui, la population de Ndoulo ne parvient plus vraiment à vivre dans des murs. Et ça, c'est à cause de Aquatec. Le peu d'eau dont elles disposent leur coûte de la tête aux pieds. Les populations de Ndoulo n'en peuvent désormais plus. Aquatec nous amène des factures qu'on n'a pas consommées. Imaginez un père de famille qui n'a même pas un revenu inférieur à 50 000 puisse payer une facture de 45 000, 50 000. C'est une injustice. Ce qu'elle semble mieux décrier, c'est la mauvaise volonté du repreneur. On a constaté qu'à chaque fois que l'on s'engage à résoudre la situation, on voit qu'à chaque fois, Aquatec démontre également qu'il n'a pas cette volonté de pouvoir résoudre cela. Et au-delà de tout maintenant, la population de Ndoulo dit tout simplement, nous allons catégoriquement refuser de payer nos factures et on va demander son départ. Dans tous les cas, les populations de Ndoulo ont soif et veulent un terme à cette situation qui n'a que trop duré. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Et à Fatick, Babacar, les autorités municipales déterminées à rendre la corniche plus belle et attrayante. Plus de 200 plants de cocotiers déjà plantés. D'autres aménagements sont prévus par la mairie et la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, SAPCO. Aminata Goudabi. Cette corniche communale, longue d'un peu plus d'1 kilomètre, change petit à petit de visage. Depuis quelque temps, les autorités municipales, en partenariat avec la SAPCO, y effectuent des activités d'aménagement. La mairie de Fatick veut rendre cet endroit très fréquenté beaucoup plus attrayant. Matarba est le maire de Fatick. Nous avons commencé le travail, l'éclairage de la corniche. Nettoyer, mettre du sable de mer pour que ça soit une véritable plage. J'ai parlé de buvette, j'ai parlé aussi éclairage et des bancs, bien évidemment, mais aussi il faut penser aux enfants qui pourront aussi venir au niveau de la plage pour jouer. Ce sera une plage surveillée. Pendant longtemps, certains habitants de Fatick avaient fait de cette corniche leur dépotoir d'ordures. Le maire de Fatick, Matarba, met en garde contre ces agissements et déjà 200 plants de cocotiers y ont été reboisés et les populations de Fatick sont appelées à préserver ces arbres. Faire de notre plage là une plage fréquentable, c'est un intérêt tout particulier pour tout Fatickois. Donc nous invitons tout le monde à l'engagement, mais aussi à protéger ces plants. Nous travaillerons avec la police, avec toutes les autorités administratives pour mettre en tout cas les dispositions nécessaires pour sanctionner tout saboteur de ce grand projet. Nous invitons ces populations qui trouvent les poubelles à l'intérieur de la ville, qui voient le camion de ramassage d'ordures passer, que quand même ces ordures soient destinées à ces poubelles. Autre commodité sur le site, un point Wi-Fi qui sera bientôt installé. Nous avons même prévu de mettre l'Internet au niveau de cette plage et au niveau de toutes les grandes places de cette ville. Maintenant, quand il y a Internet, quand il y a des cocotiers, plus beaucoup d'ordures, ça ne fait pas ce qu'on cherche. Plusieurs jeunes de Fatick présents à la cérémonie de lancement des activités d'aménagement de cette corniche se sont engagés à préserver le site.
Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. L'actualité internationale. Que nous démarrons par le Mali. Les concertations nationales prendront 3 jours au lieu de 2. Elles vont s'étendre sur les 10, 11 et 12 septembre avec la participation des délégués régionaux, nationaux et ceux de la diaspora. C'est ce qui ressort du point de presse tenu hier par le Comité national pour le salut du peuple. Les concertations débutent demain samedi et dimanche à travers des ateliers de validation des termes de référence. Au Mali toujours, Ibrahim Boubacar Keïta est sorti de l'hôpital hier. L'ex-président a été évacué dans une clinique privée après un malaise. Nous restons au Mali où la MINUSMA enquête sur les morts des manifestations avant et pendant le coup d'État. Salimata Aou. 3 morts à Kay, 1 à Sikasso, 14 à Bamako. Le bilan de la répression des différentes journées de manifestations, des recoupements effectués par les enquêteurs de la MINUSMA et de la force de l'ONU dans le pays. Il y a une seconde enquête qui concerne cette fois-ci les victimes de la journée du coup d'État. Et pourtant, les militaires du CNSP se félicitaient d'avoir réussi un coup d'État sans effusion de sang. Les enquêteurs onusiens recensent une quinzaine de blessés et 4 morts. 3 ont été tués devant le ministère du Budget, 1 au domicile de Karim Keïta, le fils du président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta. Selon les enquêteurs, ce sont des éléments de la garde nationale déployés par la junte qui auraient tiré sur eux. La MINUSMA souhaite aussi entendre le CNSP sur la libération de 17 détenus de la maison d'arrêt de Bamako le jour du coup d'État. Les enquêteurs de la MINUSMA attendent encore des éclaircissements, mais assurent que le CNSP collabore aux enquêtes en cours avec bonne volonté. En Guinée, le parti au pouvoir apporte la réplique à l'opposition sur la candidature de Condé. Alpha Condé va briguer un 3e mandat à la présidentielle du 18 octobre prochain. Candidature anticonstitutionnelle selon l'opposition guinéenne. Le parti au pouvoir en rit selon Ali Kaba. L'opposition se sent déjà battue parce que n'ayant personne derrière elle. Ali Kaba, président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale guinéenne, nous l'avons joint à Conakry. Quand on est respectueux des lois de la République, on ne saurait se mettre à commenter les états d'âme ou d'humeur de ceux qui pensent que la loi ne doit s'appliquer que sur les autres, mais pas sur eux. Lorsque la constitution qui gouverne notre pays autorise tous les citoyens guinéens, hommes et femmes, désireux de se porter candidat à une élection, fut-elle l'élection présidentielle, la seule chose qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'on est en conformité avec la loi, est-ce que le candidat remplit les conditions prévues par la loi. Naturellement, si les deux aspects, je crois que dans le cas guinéen, les 2 conditions sont remplies, la loi autorise et le candidat a déjà déposé les dossiers de candidature. La Cour constitutionnelle aura le temps d'examiner et de se prononcer. Et les candidatures retenues, pour moi, sont en bonne et due forme. Donc si l'opposition conteste, c'est parce qu'elle se sent déjà battue, parce qu'elle n'a personne derrière elle, ou ceux qu'ils ont ne constituent pas du tout une majorité de la population guinéenne. La majorité s'est prononcée. Donc aller aux élections avec cette majorité qui prétend encore renouveler leur confiance au professeur Alpha Condé, on sent déjà que l'adversaire est moralement abattu. La seule arme qui reste, c'est de continuer à dire qu'il ne doit pas être candidat. Et la situation, Georges, au Burundi, qui préoccupe Human Rights Watch. L'organisation Binta alerte l'Union européenne d'un potentiel assouplissement des mesures de surveillance du pays. Elle redoute que des responsables des exactions commises durant la crise post-électorale de 2015 ne soient pas sanctionnés par le nouveau gouvernement dans lequel certains accusés sont encore présents. Depuis 2015, on dénombre au moins 1500 morts et 330 000 déplacés après les révoltes contre un 3e mandat de l'ancien président, aujourd'hui décédé, Pierre Nkurunziza. Aux États-Unis, des policiers suspendus après la mort de Daniel Prude. Ils sont au nombre de 7 policiers à être suspendus. Ils sont en lien avec l'arrestation et la mort par asphyxie d'un homme noir, Daniel Prude, vous l'avez dit. C'est après la publication de l'incident survenu en mars, a déclaré le maire de la ville Rochester, située dans le nord-ouest de l'État de New York, le maire qui dénonce un acte raciste. Merci à Georges qui m'a réclamé tout au long de ce journal son bonjour. Bonjour Georges. Bonjour Binta. Merci beaucoup. RFM Sport.
Quel bilan faire du dialogue politique qui prend fin aujourd'hui? On en parle d'un point de vue à partir de 12h35 avec Babacar John, journaliste analyste politique, et Moundiaï Sissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, membre de la société civile. C'est bon pour les sports. Nous y allons tout de suite à l'UNBA. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Binta Diallo, bonjour à tous. Partira pas du FC Barcelone, une déclaration imminente de Messi attendue. Oui, une déclaration qui serait attendue dans les toutes prochaines heures, selon certains quotidiens spécialisés. La tendance se préciserait pour Lionel Messi, qui finalement va rester au FC Barcelone, si l'on en croit Corriere dello Sport, un quotidien italien. L'Argentin exigerait que son ami Luis Suarez reste encore dans son club de cœur, Solecam. La tournure qu'a pris l'affaire Messi hier a beaucoup fait parler. Jorge Messi, qui avait déclaré que son fils n'allait sûrement pas poursuivre au FC Barcelone, a finalement changé de discours après sa réunion avec Bartomeu. En Italie, on considère que l'arrivée de Luis Suarez à la Juventus est quasiment bouclée. Or, d'après Corriere dello Sport, Lionel Messi aurait demandé à ce que l'Uruguayen reste au Barça. Le numéro 9, souvent pointé du doigt depuis la débâcle face au Bayern Munich, aurait été le détonateur qui a fait que Messi demande à quitter le club. Mais tout pourrait finalement changer. Comme l'explique Mundo Deportivo ce vendredi, aucune sanction ne sera prévue à l'encontre de Lionel Messi pour son absence à la reprise dimanche dernier. S'il était alors annoncé que l'emblématique numéro 10 du Barça risquait gros et notamment une lourde retenue de salaire, il ne devrait rien en être finalement. L'idée de la direction du FC Barcelone serait d'oublier ce qui s'est passé ces derniers jours, pardonner et surtout regarder vers l'avenir, sans plus jamais se replonger dans la crise de ces derniers jours. C'est pourquoi le Barça ne devrait pas forcer Lionel Messi à s'exprimer publiquement pour justifier son souhait de quitter le club. S'il décide de s'expliquer sur le feuilleton médiatique qu'il a provoqué, Mundo Deportivo assure que ce sera sa décision et que personne au sein du club ne lui demandera de le faire. Encore une fois, l'idée du FC Barcelone est de se tourner vers l'avenir avec Lionel Messi et tout porte à croire que Josep Maria Bartomeu aille au-delà de juin 2021. Toute la question est désormais de savoir ce que va décider la Pulga, qui jusque-là ne croyait plus en la capacité de son club de toujours à gagner au plus haut niveau. Le football français est touché par la pandémie du Covid-19. Oui, plusieurs cas de Covid-19 décelés dans les effectifs professionnels du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. On en compte aussi d'autres dans d'autres écuries de la Ligue 1 française de football. Les matchs ont été même reportés alors qu'un protocole sanitaire a été imposé par la Ligue de football professionnel. Doit-on véritablement arrêter le championnat français le temps d'y voir clair? Voici la réponse d'Aliou Goloko, expert média à la Confédération africaine de football. C'est ce que la prudence et la logique recommanderait de faire, c'est-à-dire effectivement marquer encore une nouvelle pause et voir comment la maladie ou la situation pandémique va évoluer dans ces pays. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans le football français exactement, c'est qui est à l'image de toute la société française, pour ne pas dire européenne. Ils ont compris ou ils se sont dit à un moment donné que il faut apprendre à vivre avec la pandémie, à vivre avec le virus au quotidien. Et c'est ça qui nous donne également une presque situation de deuxième vague de contamination. Si vous voyez un petit peu un peu partout en Europe, particulièrement en France, il y a une recrudescence des contaminations au sein de la société française où plusieurs zones ont été déjà classées zone rouge, mais aussi le port du masque est devenu quasiment obligatoire dans toute la France. Et cette situation se transpose également sur celui du football français. Les Français avaient arrêté à un moment donné leur championnat, ils n'ont jamais repris. Ils sont sur la nouvelle saison avec l'autorisation du public jusqu'à des jauges de 5000 personnes. Mais aujourd'hui, on voit que les joueurs de football ne sont pas épargnés par cette situation. Bon, spécifiquement le cas des joueurs du PSG, ils auraient tous contracté le virus en Espagne. Hein. Je rappelle qu'après la finale, les joueurs du Paris Saint-Germain, les 6 joueurs en tout cas qui ont été contaminés, ont en commun d'avoir passé ensemble leurs vacances à Ibiza. Il manque Marco Verratti qui est également sous observation. Et donc c'est le petit groupe de joueurs qui était parti
passer leurs vacances en Espagne, qui sont en fait tous contaminés à la Covid-19. Aliou Goloko, expert média à la Confédération africaine de football. Nous parlons cette fois-ci de la Ligue des Nations. C'est en Europe, des rencontres prévues ce soir. Entre autres rencontres, Italie, Bosnie, Norvège, Autriche, Roumanie accueille Irlande du Nord. Écosse, Israël est aussi prévu, tout comme Slovaquie et République tchèque. Mais la rencontre qui cristallise les attentions, c'est le choc entre les Pays-Bas de Van Dijk et la Pologne de Robert Lewandowski. Cela veut dire tout ce que cela veut dire. C'est bien fini donc, c'est pas juste pour Vita Diallo. Merci beaucoup, cher Tidiane. RFM, la radio de toute l'actualité. Coronews à présent, les actualités du Covid-19 dans le monde, c'est avec Kumba Sandiane Faye. Encore 2 décès ce vendredi 4 septembre. Le Sénégal compte à ce jour 289 cas de décès liés à la Covid-19 depuis le 2 mars. 55 nouvelles contaminations ont été recensées. L'épidémie se développe en Afrique et continue de propager. L'Afrique du Sud reste le berceau de la pandémie sur le continent africain où le nombre de nouveaux cas flambe et atteint son pic. Plus de 2420 nouvelles contaminations ont été recensées en 24 heures. Ce vendredi, l'Afrique du Sud compte au total 14 563 morts. Ce pays teste un vaccin développé aux États-Unis par la firme de biotechnologie Novavax sur 2900 volontaires, notamment pour comprendre comment ces vaccins fonctionnent parmi les personnes séropositives. En Égypte, le nombre de cas de contamination au coronavirus augmente aussi, même si l'Égypte rouvre ses frontières depuis le 1er juillet, la raison touristique a du mal à démarrer. Les annulations s'accumulent et les professionnels du tourisme ont du mal à joindre les deux bouts. L'équipe de foot d'Al Masry est l'un des foyers du coronavirus en Égypte, 16 cas positifs ont été recensés. Pour ce continent africain, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'une fois qu'un vaccin Covid-19 sera approuvé, l'Afrique recevra au moins 220 millions de doses initiales. Le premier lot donnera la priorité aux travailleurs de la santé de première ligne et aux groupes vulnérables. Selon le responsable du programme Afrique de l'OMS, Richard Mihego, a indiqué que les 54 pays avaient tous exprimé leur intérêt pour un vaccin Covid-19. L'initiative mondiale pour les vaccins, appelée COVAX, compte 9 candidats vaccins qui sont testés dans le monde. 2 des vaccins candidats sont actuellement testés en Afrique. L'évolution de la pandémie ailleurs dans le monde, en France, alors que les plus jeunes ont fait leur retour à l'école ce 1er septembre dernier. Le ministre de l'Éducation nationale français, Jean-Michel Blanquer, rapporte que 22 établissements scolaires, écoles, collèges et lycées ont fermé leurs portes depuis la rentrée suite à des cas de Covid-19. En France toujours, le Premier ministre a présenté son plan de relance, un plan de relance baptisé France Relance, et qui mobilise 100 milliards d'euros pour retrouver dès 2022 le niveau de richesse d'avant crise en France. Mais retenez cette bonne nouvelle pour le secteur musical. Toujours en France, après 200 jours de fermeture, Olympia rouvre ses portes ce dimanche 6 septembre. Le concert de Brigitte Fontaine est donc maintenu dans la salle parisienne et se fera dans le respect des mesures sanitaires. En Italie, on note 1397 nouveaux cas ces dernières 24 heures, notamment dans le nord du pays. On compte 10 décès de plus. Mais l'information est que l'ancien chef de gouvernement, Silvio Berlusconi, est testé positif à la Covid-19. Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidiens explose toujours et s'élève à 41 858 nouvelles contaminations. Le nombre de décès est de 1030 morts en 24 heures. La dette des États-Unis va passer 100% du PIB l'an prochain, mais le pays espère parvenir à distribuer un vaccin d'ici au 1er novembre, soit 2 jours avant l'élection présidentielle. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est avec Georges Détché-Diop. Le dernier mot au chef de l'État. Pas d'accord sur le chef de l'opposition. L'observateur fait état d'un statu quo relatif à un manque de confiance. Selon mon confrère, le chef de l'État Macky Sall devra trancher. Même avis du quotidien LAS. C'est ce qu'indique aussi Sud Quotidien qui informe que la commission cellulaire du dialogue politique a décidé de laisser aux législateurs le soin de définir les critères de désignation du chef de l'opposition. La balle donc dans le camp du président de la République, souligne Enquête. Pour le journal, Macky Sall hérite de la patate chaude. La commission politique ayant préféré ne pas débattre
débattre de la question. Ce que confirme l'Observateur. Selon mon confrère, les principaux concernés n'ont pas voulu aborder la question. Mais le journal note que l'opposition et les non-alignés ont préféré ne pas donner leurs avis alors que la majorité présidentielle a soutenu que le chef de l'opposition doit revenir à celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle. C'est ce que relève aussi Enquête. Le journal rapporte que l'opposition et les non-alignés ont décidé de ne pas décider du chef de l'opposition. La majorité souhaite que le deuxième à la présidentielle de 2019 hérite du titre, donc Idrissa Seck. Leur argument repose sur le fait qu'on est dans un régime présidentiel. Ainsi, Tribune clame que les envoyés de Macky votent Idi. Les Échos résument, la majorité vote Idi, l'opposition dit niet, la société civile démonte le pouvoir. Qu'en est-il maintenant des locales? Le journal Le Quotidien rapporte que pour Aly Ngouille Ndiaye, il faudra attendre l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral demandé par l'opposition pour connaître la date exacte des élections prévues au plus tard le 28 mars 2020. Une sortie que Le Quotidien considère comme une brèche ouverte par le ministre de l'Intérieur pour un éventuel report. Autant de questions en tous les cas discutées au sein de la commission politique du dialogue national. Un dialogue national que l'Observateur assimile à un bluff de Macky Sall. En cause, relève le journal, il semble se limiter à la commission politique, seule entité à livrer un rapport spécial dans l'urgence sur instruction du chef de l'État. Un fait qui, aux yeux de mon confrère, laisse planer beaucoup de doutes sur les réelles motivations du président Sall qui semble avoir opéré dans le dos de ses adversaires un coup de bluff politique. Nous parlions du ministre de l'Intérieur, il s'est prononcé sur la tenue ou non du Magal de Touba 2020. Vox Populi nous apprend qu'Aly Ngouille Ndiaye s'en remet à Serigne Mountakha. La question n'est pas de son ressort, a-t-il dit, indiquant que la décision finale revient au khalife général des Mourides qui, précise-t-il, va prendre les décisions appropriées. Aly Ngouille Ndiaye était l'invité hier de Seneweb. Le Magal de Touba va se tenir dans un contexte de coronavirus. Ces derniers jours, il est constaté une baisse des nouvelles infections et une augmentation des guérisons. Mais cela n'enflamme pas le professeur Moussa Seydi. Selon le quotidien national Le Soleil, le coordinateur de la prise en charge des malades Covid-19 au Sénégal souhaite que cette tendance s'observe dans la durée. Le professeur Moussa Seydi confie d'ailleurs que nous ne devons pas crier victoire par rapport à l'évolution actuelle de l'épidémie. La lutte contre les inondations à présent, le Témoin fait état de 750 milliards de francs CFA engloutis dans les eaux. Le journal rappelle qu'en 2012, le président de la République lançait un programme censé éradiquer les inondations. Mais le Témoin constate que 2 ans avant son terme, les inondations sont omniprésentes. Du coup, mon confrère se pose la question de savoir où est passé l'argent. À la une de Source A, la société italienne Guidi Sénégal sur le point de quitter Djilar. Plus de 1200 emplois menacés. Guidi Sénégal SARL peine à pouvoir basculer, comme la loi le lui permet, vers le statut d'entreprise franche d'exportation. Résultat, elle ne peut pas avoir d'exonération fiscale. Mais son départ, selon le journal, sera un immense coup de massue sur la tête des habitants de Djilar parce que l'entreprise agricole a, entre 2015 et 2019, investi sur fonds propres plus de 2 milliards de francs CFA dans cette localité. Le chef de village de Djilar, Malick Ndiaye, réagit à ce propos et confie au journal Source A que Guidi Sénégal leur avait trouvé dans une situation d'extrême pauvreté. Elle les a aidés à surmonter beaucoup de difficultés qu'ils rencontraient dans leur quotidien. C'est 10 emplois permanents selon lui, 1200 emplois saisonniers par an. Sport pour terminer, la valeur marchande de Sadio Mané, 81,9 milliards de francs CFA. Du coup, Record affirme que l'attaquant sénégalais de Liverpool est le 6e joueur le plus cher au monde. Le quotidien Stade évoque également le sujet et titre à sa une Sadio Mané plus cher que Messi. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Nous y sommes avec le point du jour sur le bilan du dialogue politique qui doit prendre fin aujourd'hui. En ligne, Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, membre de la société civile. Bonjour Moundiaye Cissé. Bonjour Binta Diallo. Alors, quel bilan faire du dialogue politique qui devrait prendre fin aujourd'hui? Oui, je pense qu'on peut faire un bilan de ce dialogue parce que il est vrai qu'il y a des acquis, mais il y a également des points pour lesquels nous sommes restés sur notre faim. Aujourd'hui, sur le dialogue politique, on peut dire que le fait d'avoir l'audit du fichier par des experts indépendants tels que demandé par l'opposition et l'évaluation du processus électoral, déjà ça c'est un acquis important pour l'opposition. Alors ensuite, il y a le mode d'élection des maires au suffrage universel direct.
une vieille revendication également de la société civile et des citoyens, parce qu'on sait qu'avec l'élection des maires par les conseils, donc de façon indirecte, c'était la voie à beaucoup de manœuvres, de manipulation. La modification également de la loi 81-17 relative aux partis politiques qui permet que maintenant, les partis politiques ne soient plus poussent comme des champignons, avec une certaine exigence, par exemple l'obligation de dépôt d'un certain nombre de signatures, c'est comme le parrainage, le fait de disposer d'un siège, entre autres. Il y a également, parmi les acquis, la nécessité de conformer la loi 78 relative aux réunions et à la Constitution du Sénégal. Ça veut dire maintenant l'encadrement de la réponse de l'autorité administrative quand il s'agit des marches, dans un délai de 72 heures. Maintenant, et enfin, la forte recommandation sur la décrispation de l'espace politique, notamment avec la modification de l'article 80 du Code pénal, qui permettait qu'on puisse emprisonner des gens juste parce qu'il y a offense au chef de l'État. Il y a aussi l'arrêt de Ousmane Ngom. Et enfin, la perte des droits civils et politiques de certaines personnalités comme Khalifa Sall et Karim Wade. Donc, et la suppression du parrainage local. Mais Moundiaye Cissé, est-ce qu'il n'y a pas... C'est ça qu'on peut considérer comme des acquis, mais il y a beaucoup de choses qui sont restées. C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il n'y a pas de points aussi importants les uns que les autres qui ont fait l'objet de désaccords que de points aussi importants les uns que les autres qui ont aussi fait objet de compromis? C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de désaccords que de compromis dans ce dialogue? Bon, je pense qu'il y a eu plus sur les questions essentielles que de désaccords. Mais là où il y a peut-être des désaccords, c'est surtout par rapport au bulletin unique, au statut de chef de l'État, chef de parti. C'est quand même important. Oui, important. Donc, entre autres désaccords, donc le bulletin unique, chef de parti, chef d'État. Mais ensuite, le statut de l'opposition, on n'a pas eu d'accord sur ça. Et bon, je veux dire, un dialogue aussi, c'est à mon avis comme ça, il y a des points d'accord ou des points de désaccord. Maintenant, sur les points de désaccord, ce sera laissé à l'appréciation du chef de l'État, Macky Sall. Oui. En attendant, nous allons donner la parole à Babacar Dione et je vais revenir tout à l'heure vers vous, Moundiaye Cissé. Babacar Dione, bonjour. Bonjour. Alors vous, quel est votre aperçu sur le dialogue politique qui va fermer ses portes normalement ce soir? Merci. Bon, je crois que ce qui s'est passé par rapport au point d'accord, en tout cas là où ils sont entendus, je crois que c'est quand même important, on peut le dire. Il y a eu des accords par rapport au parrainage, par rapport également aux partis politiques qu'on devait réduire. En tout cas, on empêchera aux partis politiques, en tout cas aux leaders politiques de créer des partis à tout va. Je crois que par rapport à ces points, c'est important. Mais je crois que c'est sur les points sensibles, les points délicats où il n'y a pas eu d'accord. On a l'impression que tout ce qui arrange, en tout cas l'APR ou Benno Bokk Yakaar, a trouvé accord au niveau du dialogue. Parce que même ce qui a été dit par rapport à cette forte recommandation sur la décrispation du climat, je crois qu'il n'y a pas eu d'accord. C'est parce que les gens, l'opposition, une partie de l'opposition du moins, avait voulu poser la question de Karim Wade, de Khalifa, mais les gens se sont entendus pour dire que ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas la place indiquée, où il y avait une centaine de personnes. On ne pouvait pas donc discuter de l'amnistie de Khalifa Sall et de Karim Wade. Et c'est pour cela d'ailleurs, il y a une forte recommandation, mais je crois que ce sera dans un autre cadre, même si on sait que le dialogue quand même se poursuit entre Macky Sall et certains leaders de l'opposition. Mais du point de vue du cadre du dialogue, il n'y a pas eu d'accord dans ce cas-là. L'autre chose, par rapport quand même à la limitation des partis politiques, je crois que les points d'accord ne permettent pas de limiter les partis politiques. Parce que ce qu'on attendait quand même de ce dialogue, c'est qu'on puisse prendre des mesures rigoureuses par rapport à la création de partis politiques. Aujourd'hui, on permet à un parti d'aller à des élections, mais on lui permet également d'intégrer une coalition. Vous voyez bien que donc ça veut dire que tous les partis politiques, tous les 300 ou 400 partis politiques qui existent au Sénégal peuvent intégrer, s'ils ne peuvent pas aller à des élections parce qu'ils n'en ont pas les moyens ou ils n'en ont pas peut-être la représentativité, ils peuvent aller dans un cadre donc, de coalition pour aller à des élections. Je crois que c'est là où il y a un problème. Si on pense qu'il faut tout simplement arrêter la création des partis politiques, on devrait par exemple donner un pourcentage, insister, exiger des partis politiques qu'ils aillent tous à des élections générales, soit législatives
ou présidentielle. Et à partir de là, on indique par exemple un certain pourcentage. Si les partis n'atteignent pas ces pourcentages-là, on peut dire que donc voilà, on les dit. Mais je crois que les accords sont sur des points qui ne sont pas sensibles. Mais aujourd'hui, tous les points qui peuvent donc rendre un peu délicat, en tout cas le règne du président Macky Sall, ont été relégués au second plan, ou en tout cas à continuer dans un autre cadre. Et ce qui va faire qu'on pourrait encore reporter les élections, c'est Moundiaye Cissé, l'audit du fichier électoral qui n'est pas encore fait et l'évaluation du processus électoral. Si ces deux points ne sont pas faits, on ne pourra pas aller aux élections. Quand même, jusqu'à présent, on attend. Moi, je suis contre le report des élections. Je suis contre un autre report des élections de mars 2021. Je crois qu'un autre report serait un report de trop. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, il faut qu'on réunisse les moyens d'organiser ces élections au mois de mars 2021, quitte à différer l'application de l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral après les locales. Moi, je pense qu'aujourd'hui... C'est quand même une exigence de l'opposition. Oui, mais c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas vouloir une chose et son contraire, comme on dit. Il faudrait que l'opposition aussi comprenne qu'on est dans l'illégitimité totale avec les maires qu'on garde ici de façon indéterminée, avec la prorogation des mandats des maires, parce qu'au-delà des maires, il y aura la prorogation des mandats des membres du Conseil au Conseil des collectivités territoriales. On ne peut pas être dans un régime de prorogation de mandat. La prorogation de mandat par décret rend illégitime, disons, l'existence de tous les mandats. Mais même si ça leur confère une certaine légalité. Aujourd'hui, on doit aller dans le sens de réunir tous les moyens pour aller aux élections locales. On a supprimé le parrainage qui allait prendre 85 jours. L'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral doivent prendre juste 3 mois. Maintenant, si on peut à la limite faire un report léger, un report très court de 3 mois, comme ça nous reste dans le premier semestre du mois de l'année 2021. Mais le report doit être une exception. Le report ne doit pas être une règle. Et aujourd'hui, c'est devenu une règle de reporter les élections locales. On ne donne aucune valeur, aucune crédibilité aux élections locales. Imaginez une fois qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, pour une raison ou une autre, demande qu'on reporte les élections présidentielles. Personne ne dira oui. Parce que, justement, les gens s'intéressent aux élections locales. Il faudrait aussi qu'on respecte le suffrage des Sénégalais, des citoyens qui ont mis les maires et présidents des conseils départementaux à leur place. On ne peut pas être dans un régime de prorogation de mandat. C'est anormal à mon avis et c'est pas normal. Si aujourd'hui on veut respecter les élections, la date de mars 2021 ou à la limite aller au premier semestre de mars 2021, il suffit de tenir, disons, d'organiser l'audit et l'évaluation, mais dans une perspective de l'appliquer aux législatives. Parce que c'est avec ce fichier-là qu'on a fait les élections présidentielles. Tous ceux qui aujourd'hui réclament le statut de chef de l'opposition, c'est avec ce fichier-là qu'ils ont eu ce statut de deuxième. Tous ceux qui pensent également réclamer le statut de chef de l'opposition parlementaire, c'est avec ce fichier-là qu'ils sont à l'Assemblée. Donc, si aujourd'hui on conteste ce fichier jusqu'à dire que bon, on ne peut pas aller aux élections locales avec ce fichier, alors qu'on est allé aux élections législatives avec, on est allé aux élections présidentielles avec, mais rien n'empêche qu'on dise que c'est après les élections locales qu'on va appliquer les recommandations du fichier et de l'évaluation du processus électoral. Je crois qu'on doit respecter le calendrier républicain. Absolument. Et on doit respecter la tenue des élections à date échue. Alors, il y a un autre point, Babacar John, qui n'a pas fait l'objet d'accord, c'est le statut de l'opposition et de son chef. Il est même dit que c'est fait sciemment pour quand même divertir ou même diviser l'opposition. Est-ce que vous êtes d'avis avec ce qu'ils le disent? Oui, on a quand même l'impression que le président Macky Sall, ou en tout cas Benno Bokk Yakaar, est en train de poser le débat sur une probable, ou en tout cas une éventuelle division de l'opposition. Oui. Aujourd'hui, poser le débat... Et rappelez que la majorité a choisi Idrissa Seck, qui est arrivé deuxième à la présidentielle de 2019. Voilà, parce que quand même, il faut le dire, le PDS n'a pas participé à cette élection-là. Oui. Donc, si on prend des élections générales, et la dernière élection générale, c'est la présidentielle, oui, nécessairement, on peut dire que quand même, Idrissa Seck est assez bien positionné pour être le leader de l'opposition. Mais maintenant, le leader de l'opposition, c'est quoi exactement? J'ai entendu tout à l'heure sur vos antennes, le maire d'Alifor et Diallo
Oui, Idrissa Diallo. Carrément, oui, il ne peut pas être le chef de l'opposition. Oui. Quelqu'un qu'on choisit, si la majorité le choix, c'est un problème. Il y avait la possibilité, par exemple, de choisir le PDS après les élections législatives. Le président Macky Sall ne l'a pas fait. Donc, je crois qu'il est dans des calculs. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'abord de voir le statut de l'opposition. Le statut de l'opposition, c'est même par rapport à cette décrispation du climat social, ou en tout cas politique, c'est tout simplement de revoir le statut de l'opposition, permettre à l'opposition quand même de manifester, permettre à l'opposition de dire de temps en temps ce qu'elle pense sur les questions essentielles de la marche du pays. Mais aujourd'hui, je crois que le statut du leader de l'opposition sert beaucoup plus à diviser l'opposition qu'autre chose. 2 milliards déjà, c'est une manne financière. Hein, si on la met entre les mains d'un parti de l'opposition, il est parti en tout cas pour remplacer le président Macky Sall. En tout cas, il est parti pour mener ses activités politiques jusqu'en 2024 sans problème. Mais aujourd'hui, c'est le statut, je l'ai dit, de l'opposition qui est important. Mais on a comme l'impression, disons, je suis en train de rejoindre Moundiaï par rapport à ce qu'il dit sur le calendrier républicain. Mais on a l'impression que c'est un combat seulement de la société civile. Pourquoi l'opposition ne se bat pas comme elle le fait par rapport à des élections générales? On ne l'entend même pas, cette opposition. Non, on ne l'entend pas. Mais on a comme l'impression que toutes ces mesures qui sont en train d'être prises, c'est pour permettre à la classe politique dans son ensemble de s'alterner au pouvoir. Absolument. De s'alterner au pouvoir. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'opposition, même s'il y a accord, ils se voient donc futur président de la République. Donc, ils sont en train de discuter sur des choses qui peuvent les arranger en 2024, s'ils succèdent au président Macky Sall. Donc, c'est entre eux, la classe politique, il y a comme un complot. Un deal. Contre le pays. Parce qu'aujourd'hui, les conditions donc seront réglées pour qu'ils s'alternent au pouvoir sans laisser la place à d'autres qui ne font pas partie du système, comme quelqu'un est en train de le dire. Très bien. Babacar Dione, journaliste, analyste politique, que nous retrouverons dans un instant dans le journal de Pape Ndiaye. Terminé avec vous, Moundiaï Cissé. Alors, est-ce que cela veut dire que nous sommes encore très loin du consensus de 92 plutôt? Oui, très loin du consensus de 99. Mais 92, si vous me permettez, bien sur le statut de chef de l'opposition. Oui. Je pense que le vrai chef de l'opposition, c'est... Mais est-ce que cela veut dire qu'on a dialogué, qu'on a pris tout ce temps, on a dialogué pour rien, pratiquement? Non, il y a eu des acquis. Par exemple, quand même le fait qu'on accepte pour l'audit du fichier et l'évaluation, le mode d'élection des maires, la rationalisation des partis politiques, qui est une vieille revendication. Et le statut de chef de l'opposition et le statut de l'opposition, pour moi, c'est deux choses différentes. Si on avait un accord sur le statut de l'opposition, ce serait une très bonne chose, parce que c'est deux choses différentes. Le statut de l'opposition permet de définir des droits et des devoirs pour l'opposition. Il ne faut pas confondre avec le statut du chef de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition devrait se battre pour avoir un statut, pour avoir droit à des marches qui sont encadrées, des marches qui sont accompagnées, pour avoir droit à une constitutionnalisation de l'opposition, par exemple, un égal accès aux médias publics. Par exemple, aujourd'hui, l'opposition n'a pas accès à la RTS, n'a pas accès au sommeil. L'opposition n'a pas un temps de parole défini à l'Assemblée. Autant de questions qui pourraient permettre d'avoir un statut de l'opposition, je dis. Mais c'est différent du statut du chef de l'opposition. Ça, c'est un piège qui risque de diviser l'opposition. L'opposition devrait faire focus sur le statut de l'opposition avec ses droits et ses devoirs. Le statut de son chef pose un problème parce que ça les divise. Oui. Parce que le vrai chef de l'opposition, c'est celui qui est reconnu comme tel par le peuple et non par le statut offert par un gouvernement. Je pense que ce n'est pas au gouvernement de définir qui est le chef de l'opposition. Oui, merci beaucoup. Moundiaï Cissé de l'ONG 3D de la société civile que nous retrouverons également dans le journal de 13h qui sera présenté par Papa Ndiaye. Merci à Barthélémy Ngorm à la réalisation de ce grand journal. Alunba était à la technique. Tout de suite, Allô Présidence.